élire, enfin en tout cas donner sa voix à l'un ou à l'autre n'est pas sans effet, n'est pas forcément inutile. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, je vois un intérêt secondaire, mais donc non nul, un intérêt secondaire à désigner quelqu'un plutôt qu'un autre. Quand vous donnez vos voix à quelqu'un, vous l'encouragez si vous trouvez qu'il est valeureux, indépendamment du système de domination qui est contestable et tyrannique. Il y a quand même des gens qui se donnent du mal et qui sont plus valeureux que d'autres. Les candidats à l'élection et les élus ne sont pas équivalents, ils ne sont pas les mêmes. Donc même s'il y en a que vous trouvez imparfaits mais quand même relativement valeureux, ce n'est pas absurde de leur donner une voix pour leur donner du courage, quoi. En plus, vous leur donnez de l'argent parce que l'État va leur donner quelques euros pour chaque voix. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi prendre parti pour le RIC et pourquoi pas directement prendre parti pour le Frexit, qui est une composante majeure pour obtenir justement tout ce qui est démocratie directe. À mon avis, le RIC est infiniment plus important que le Frexit, parce que le RIC institue notre souveraineté, alors que le Frexit, non. Le Frexit, si vous voulez, la prison française, c'est une prison nationale qui a été fabriquée par les représentants, mais les représentants armés de ce pouvoir de tout décider sans rien avoir à craindre de nous, ces gens-là ont bâti par-dessus la prison. C'est comme si autour de la prison, ils avaient construit d'autres murs, une autre prison qui est la prison européenne, et nous sommes en fait dans deux prisons, l'une dans l'autre. Mais si nous sortons avec le Frexit, si on sort de la prison européenne, on reste dans cette prison française. Alors qu'avec le RIC, et je répète qu'il n'est pas question de le demander aux élus, les élus ne nous donneront jamais. Avec le RIC, institué par nous-mêmes, écrit par nous-mêmes, EPNM, avec le RIC écrit par nous-mêmes, on institue la souveraineté, c'est-à-dire beaucoup plus largement le pouvoir de décider, et de décider, si on veut, de sortir de l'Union européenne. On fera le Frexit par RIC, c'est tout. Et on fera tout le reste aussi. Donc ça me paraît plus important, prioritaire et plus important de se battre pour le RIC que pour le Frexit. Surtout que le Frexit, que je vois apparaître souvent dans les médias, ou en tout cas quand il est défendu, il passe par l'article 50. Alors l'article 50 consiste à demander à nos maîtres, enfin à nos alliés européens, leur demander est-ce que vous voulez bien qu'on sorte. Et puis vous regardez les Anglais, ça fait des années qu'ils sont en train de négocier, de se faire plumer. Il y a d'autres façons de sortir qu'avec l'article 50. L'article 50, il est légaliste, il respecte la loi. Donc c'est une solution qui est imaginée par quelqu'un qui est légaliste. Mais on pourrait très bien imaginer de dénoncer le traité. Mais il y a plein de traités qui ont été dénoncés. C'est une banalité de dénoncer les traités. Bon, c'est pas bien de dénoncer un traité parce qu'on s'était engagé et là on se retire. Ouais, mais on se retire en même temps. Les traités européens nous promettaient la justice sociale, la prospérité économique, toutes sortes de miracles merveilleux qui n'ont pas eu lieu. Et donc on est fondé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais le contrat il n'a pas marché, on se barre. Et donc par Frexit, on pourrait dénoncer le traité, ça irait plus vite que par l'article 50. Donc le RIC est bien sûr très prioritaire à mon avis, parce qu'il nous donnerait le Frexit et bien d'autres choses encore. Eh bien, l'idée du RIC pour faire un Frexit va lui venir très rapidement, à mon avis, très rapidement. Le temps de se faire recaler sur 2 ou 3 RIC importants avec l'Union européenne qui dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, eh bien, on va décider de se barrer. À mon avis, le RIC nous donnera le Frexit avant longtemps. Et donc, dans le RIC écrit par nous-mêmes, je vais te lire un alinéa d'articles que nous écrirons, parce qu'on sait bien que les médias les médias des riches sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts, sottement. Ça, c'est un article de constitution d'origine populaire. Vous pourriez écrire quelque chose d'équivalent avec d'autres mots, mais d'équivalent. Délai et organisation de débats contradictoires. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Dans ce but,
tous les médias du pays, journaux, radio, télévision, agences de presse, instituts de sondage et de statistiques, tout ce qui permet de fabriquer l'opinion, de modeler l'opinion, d'éclairer l'opinion ou de l'intoxiquer, doivent appartenir, donc tous les médias du pays doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média, quel qu'il soit. C'est comme si on faisait de tous les journaux des scopes. Des scopes, vous savez, les scopes des sociétés coopératives ouvrières qui appartiennent à leurs salariés, les salariés, les journalistes et les employés. Et les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. Et la Chambre des médias, tirée au sort, veille à l'application de ces règles. Si tu veux, quand c'est un RIC écrit par nous-mêmes, et bien sûr, vous allez voir, quand vous faites des ateliers constituants, tout de suite, quand vous réfléchissez, vous pensez aux médias. Oui, et quand tu penses aux médias, s'il est question d'incorporer un RIC là-dedans, eh ben, il faut l'incorporer avec une modification sur les médias pour retirer les médias aux riches. Et si les riches n'ont plus les moyens de nous mettre la tête à l'envers, je peux te dire que très rapidement, l'idée du vote de sortie de l'Union européenne comme en 2005 va réapparaître comme les fleurs au printemps. Tant que le RIC n'est pas écrit et défini dans la Constitution, il n'est qu'une chimère. D'ailleurs, il ne peut y avoir de RIC serein sans la garantie de la séparation des pouvoirs financiers, médiatiques et politiques. Le véritable enjeu n'est-il pas d'exiger en premier lieu que ce soit à la nation d'imprimer la monnaie et non les banques privées dont l'avarice, la cupidité et le pouvoir de corruption n'ont pas de limites ni de frontières? N'est-ce pas la première garantie de notre souveraineté? Comme l'a affirmé une certaine dynastie dont on ne peut prononcer le nom, celui qui contrôle l'impression de la monnaie contrôle la nation. Tant que nous ne résoudrons pas les causes, nous assisterons impuissants aux mêmes conséquences. Merci. Je suis bien d'accord avec ça. Comme je vous disais, un tiers de mon travail, c'est sur la monnaie, la dette et l'émancipation monétaire. Mais c'est par un processus constituant populaire que nous nous émanciperons sur le plan politique et monétaire. Nous ferons les deux en même temps. Ça n'est pas contradictoire, il n'y a même pas de priorité, vous n'aurez pas l'un sans l'autre. Si vous ne vous émancipez pas sur le plan monétaire, vous ne vous émanciperez pas sur le plan politique. Et si vous ne vous émancipez que sur le plan politique et pas monétaire, en fait, vous n'aurez pas l'émancipation politique. Donc il faudra qu'on écrive tout ça ensemble, nous-mêmes. Alors qu'avec le tirage au sort, vous désignez jamais deux fois la même personne, et la personne qui est désignée par tirage au sort ne peut pas être au service des riches. Le tirage au sort, en ne s'appuyant pas sur la volonté, retire toutes les prises possibles aux escrocs dont le talent est de tromper précisément la volonté. Donc le tirage au sort, il est incorruptible. Alors bien sûr, on a peur de tirer au sort des abrutis ou des malhonnêtes, bien sûr, mais en fait, il y a des tas de procédures complémentaires au tirage au sort qui gomment complètement ces inconvénients. Les inconvénients disparaissent parce que vous contrôlez les tirs au sort. Les Athéniens, pendant 200 ans, ont tiré au sort tous les matins leurs représentants, alors qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient tirer au sort des gens malhonnêtes ou incompétents. Mais comme ils les contrôlaient comme le lait sur le feu, avec des contrôles avant le mandat, pendant le mandat, après le mandat, ben finalement, ils n'avaient pas les inconvénients que le tirage au sort seul aurait donné. Et Montesquieu soulignait que le tirage au sort tout seul n'était pas convenable, mais que le tirage au sort complété par des institutions complémentaires devenait extrêmement vertueux et la seule procédure démocratique digne de ce nom. Parce qu'avec le tirage au sort, vous avez une rotation des charges, donc vous avez une déprofessionnalisation de la politique qui est mécanique par la procédure elle-même. Et je vous rappelle que vous ne donnez pas tout le pouvoir au tiré au sort. Vous leur donnez un petit peu de pouvoir, jamais deux fois de suite, ça tourne et ils sont sous un contrôle quotidien. Donc c'est beaucoup moins dangereux que l'élection. Donc ça se travaille, je vous conseille de bosser le procès de l'élection. Vous verrez que progressivement, cette idée qui paraît farfelue au premier abord, le tirage au sort, en fait, quand on la creuse, on dit mais c'est quand même une très très bonne idée.
Mais les élus ne veulent pas qu'on la travaille, évidemment. Ce n'est jamais les élus qui institueront la dose de tirage au sort qu'il nous faut. C'est à nous d'y penser. Vous devriez y travailler. Pour lui, choisir le seuil n'est pas facile. Si on met un seuil trop haut, on risque d'en rater. Si on met un seuil trop bas, on va en avoir trop, on va être dégoûté par le nombre des initiatives. Lui, et ça se défend tout à fait, mais ça va être à vous d'y réfléchir dans vos ateliers constituants, mais après avoir découvert cette proposition, je pense que vous allez sûrement l'intégrer. Pour lui, il faudrait que n'importe qui puisse proposer une initiative et la soumettre sur un site, le site du RIC, où seraient publiées toutes les propositions citoyennes. Et chacun des citoyens, chacun des 40 000 citoyens pourrait voter pour ou contre les RIC qui lui conviennent. Et se dégagerait ainsi progressivement sur le site des RIC les meilleurs des RIC, les RIC que nous préférons. Alors, il y en aura peut-être 2, 3, 10 qui seraient les meilleurs, et selon lui, selon Olivier, et là encore c'est à vous d'en discuter dans vos ateliers constituants, mais selon lui, nous pourrions décider de prendre chaque année les 10 meilleurs RIC, donc ça vous donne 10 propositions de loi qui seraient présentées sur un imprimé, comme il le faut en Suisse. Vous savez qu'en Suisse, 4 fois par an, ils vont voter aux différents référendums d'initiative citoyenne en cours, et ça se présente sous la forme d'une feuille de papier avec les questions, les initiatives, et puis vous votez oui, non, oui, non, oui, non, et vous votez pour plusieurs RIC à la fois. Eh bien, nous ferions ça, suivant l'idée d'Olivier, sur 10 questions par an, nous choisirions les 10 plus votés dans le pays. Et donc c'est tout à fait alternatif à tout ce qu'on voit, c'est tout à fait original. Et il y a encore d'autres choses originales dans les propositions d'Olivier. Sur le jugement majoritaire, merci aussi d'en parler, parce que c'est très certainement, en tout cas de mon point de vue, c'est le meilleur mode de scrutin que nous connaissions. Le mode de scrutin que nous utilisons dans nos élections, c'est-à-dire le mode uninominal à 2 tours, est un chef-d'œuvre d'humiliation. Il nous condamne à donner toutes nos voix à un bonhomme que nous n'avons même pas choisi et de n'en donner aucune à tous les autres, ce qui est une caricature, alors qu'en fait notre jugement est toujours beaucoup plus nuancé. On voudrait dire celui-là c'est celui que je préfère, je lui donnerai une bonne note, et celui-là je lui donnerai une note un peu moins bonne, et celui-là j'ai très peur de lui, je lui donnerai une note négative. Ça, ce serait un jugement beaucoup plus nuancé, et c'est ce que le vote majoritaire permet de faire. Le vote majoritaire nous demande non pas de donner toutes nos voix à quelqu'un, de dire lui je veux, c'est le roi. Ça nous permet de dire, de donner des notes à chacune des propositions. Concrètement, pour arriver au RIC, comment faire? Là, nous sommes comme des prisonniers dans la cellule, et il y en a qui s'impatientent parce qu'on n'a pas un moyen de sortir vite. Mais voilà, nécessité fait loi. Nous n'avons pas le moyen d'en sortir vite. Il faut qu'on soit nombreux pour être légitimes à changer de système. On n'est pas assez nombreux, et donc la priorité, c'est de devenir plus nombreux. La solution, enfin l'action concrète décrite tout à l'heure par Patricia de Carcassonne en colère est absolument remarquable. Ce questionnaire qui ne passe pas par Internet, qui demande donc un contact physique, réel, avec des gens qu'on va voir à qui on fait signer le questionnaire et qui demande parfois 1 heure à le signer, est un vecteur de contamination démocratique tout à fait remarquable et très efficace. Si dans chaque commune, les gilets jaunes se mettent en tête d'aller parler avec ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes sur le fondement de leurs revendications, en essayant de chercher dans la liste des 67 questions, les questions qui sont les plus importantes, et en prenant le soin d'insister sur le fait que le RIC leur donnera accès mécaniquement à tout le reste, tout ce qu'ils veulent, plus le reste, ce travail-là consiste concrètement à devenir plus nombreux et donc à devenir progressivement, bientôt, légitimes à tout changer. Au passage, il me semble que dans les actions concrètes pour devenir nombreux à vouloir le RIC, il y a le fait de ne pas bloquer les gens. Je comprends que
dans une logique traditionnelle d'opposition de type syndical entre les patrons et les ouvriers, on soit tenté de tout bloquer pour obtenir un rapport de force et obtenir une mesure de type législatif immédiate. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement historique d'éducation populaire constituante jamais vu et qui a besoin de temps pour se développer, qui ne pourra déboucher que si on est très nombreux, et donc on a besoin du temps pour que ça se développe, et qu'il faut que ça se développe en restant populaire, puisqu'on a besoin qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent, et ils ne nous rejoindront pas si on est impopulaire. Il est donc tout à fait, à mon avis, tout à fait improductif de choisir des actions qui gênent les gens. Les opérations escargots, les blocages. Même quand on fait le sondage, il faut faire le sondage en demandant aux gens, mais sans ralentir les autres. Si on les ralentit, si on enquiquine les gens, très rapidement, l'ensemble de la population dont nous avons besoin. N'oubliez pas que l'élection de candidats parmi les gens qu'on peut aider donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider. Donc je pense que les Gilets jaunes vont avoir du mal à aider autant leurs candidats que les riches. Donc peut-être que je me trompe et c'est bien d'essayer. Là, on a besoin d'une biodiversité des résistances. Les meilleures résistances vont marcher, les moins bonnes non. Mais bon, s'émanciper par l'élection... Je soutiens bon nombre de vos idées, très franchement. Mais simplement, évitez de stigmatiser tout le temps, de dire tout est noir, tout est blanc. Parce qu'à vous entendre, on a peur aussi de tout le temps de se dire mais ce qu'on voit c'est tout le temps de la merde. Alors qu'on parle de vous, et des fois en bien. J'entends ça et je vous demande pardon pour, c'est vrai, de temps en temps, mes outrances. De temps en temps, je suis tellement exaspéré et dégoûté que je crie et je deviens outrancier. Je ne suis pas seul, tout le monde fait ça. Les journalistes aussi. Quand les journalistes me traitent de ceci ou cela, c'est de l'outrance absolue, c'est les choses mises à l'envers. Donc ça nous arrive à tous, quand on est en colère, quand on a du ressentiment, d'avoir des mots qui dépassent notre pensée. Et c'est vrai que quand on le reconsidère, on peut en venir à le regretter. Mais vous ne pouvez pas réduire quelqu'un à ses outrances de Twitter, par exemple, où Twitter, on est obligé de résumer notre propos à 120 caractères. 120 caractères, vous ne pouvez pas nuancer votre pensée, vous êtes obligé de dire de façon souvent caricaturale votre pensée parce que vous n'avez pas la place. Ceci dit, excusez la victime d'être brutale et malpolie. Elle est en train de se faire crever les yeux et elle voit les journalistes qui pendant 2 mois n'en parlent littéralement pas, physiquement ne parlent pas, des yeux crevés. Ils ont fini par en parler. Aujourd'hui, ils en parlent, d'accord. Mais pendant 2 mois, on voyait les journalistes qui ne parlaient pas des mutilés. Pour moi, un mutilé, vous savez enfin, je pense que si vous essayez de visualiser, vous allez vous rendre compte de ce que je veux vous dire. Vous avez l'engin qui arrive sur l'œil, qui tue l'œil et qui défonce toute la boîte crânienne. Et c'est un policier armé qui tire sur un manifestant désarmé, volontairement. Un seul de ces cas-là devrait normalement faire un scandale d'État, tous les journalistes devraient en parler. Le fait de ne pas en parler est révoltant. C'est une question qui est récurrente. Votre question, nous nous la sommes posée déjà à de maintes reprises. Nous avons le problème de la disponibilité des candidats à la représentation. Il y a des gens qui vont avoir un problème parce qu'ils ont un métier et si on les prend pour exercer la représentation, on va les mettre en difficulté. Donc nous avons le problème depuis longtemps, on sait ça. Et la solution, en tout cas une bonne solution, ça s'appelle le statut de l'élu. Le statut de l'élu, ça veut dire une protection de celui... Alors ça peut être l'élu tiré au sort, hein, c'est le statut du représentant. Et ce représentant, en fait, s'il est convenablement payé, et si on a repris la création monétaire, on a plein d'argent, donc il n'y a pas de problème de financement. Hein. Donc s'il est convenablement payé, et si l'entreprise où il travaillait est elle aussi également payée pour employer un remplaçant pendant la période de la représentation,
ben vous avez réduit un grand nombre de cas. Si par exemple le commerçant qui est seul au travail reçoit une somme suffisante pour former son remplaçant et le payer pendant le temps de sa représentation, ben vous avez réglé une partie du problème. Hein. Vous n'avez pas réglé tous les problèmes. Le chirurgien, c'est pas réglable. On a réglé le problème du chirurgien d'une autre façon, en permettant au chirurgien de choisir lui-même les jours et les heures où il va venir après qu'il ait été tiré au sort. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de venir tous les jours pendant une semaine, pendant 6 mois, pendant 1 an. On lui dit, écoutez, vous avez été tiré au sort, et si vous voulez, vous pouvez venir participer à l'Assemblée le soir, ou les week-ends, ou les jours où vous n'êtes pas de permanent. C'est-à-dire qu'en donnant de la souplesse au mandat, au planning de celui qui a été désigné quand il a des difficultés, là encore, on diminue la... Ce n'est pas une aporie complète, on arrive à trouver des solutions. Mais si vous voulez, si aujourd'hui nous n'avons pas de statut de l'élu, c'est parce que ce sont les élus qui sont chargés de l'écrire. Or, les élus, ils n'ont pas du tout envie que vous preniez leur place. Donc, ils trouvent très bien que vous soyez empêchés, parce que vous avez un métier, que vous soyez empêchés de candidater et de prendre leur place. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le statut d'élu. C'est parce que c'est aux élus de l'écrire et que les élus ne veulent pas de notre concurrence. Mais si c'est nous qui écrivions la Constitution, on prévoirait évidemment un statut de l'élu avec le mieux possible. Ce ne serait pas parfait. Oui, il y a des gens qui seraient tenus à l'écart, bon, parce qu'on n'arrive pas à une solution parfaite, mais on ferait de notre mieux pour que ce soit possible. Donc, ce que vit Jacques Testard dans ses conventions de citoyens, il les forme avant de leur demander leur opinion. Il les forme, c'est-à-dire qu'il les expose à des opinions contradictoires sur des sujets très difficiles, comme l'euthanasie par exemple. L'euthanasie, il y a vraiment des arguments pour, des arguments contre, c'est pas facile. Ça pose des problèmes de morale à tout le monde. C'est un sujet difficile. Et donc, il y a des spécialistes de ce sujet qui sont favorables à l'euthanasie, il y a des spécialistes de ce sujet qui sont opposés à l'euthanasie, et Testard organise des conférences de ceux qui sont pour, les tirés au sort les écoutent, des conférences de ceux qui sont contre, les tirés au sort les écoutent, des controverses entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, des controverses, il y a des bagarres, on les voit se disputer, et les tirés au sort voient tout ça, les tirés au sort sont invités à lire, ils sont invités à en parler entre eux, et au bout du compte, après des semaines de travail, ces gens-là qui ont travaillé sur un sujet, ils ont bien travaillé sur le sujet, ils sont beaucoup moins exposés aux fake news que les parlementaires le sont aujourd'hui, ou n'importe quel citoyen. Et donc il y a des moyens de protéger. Pour répondre à votre question, vous me demandiez comment protéger un citoyen lambda. Ben, je vous dis, en le formant à la manière de Jacques Testard dans ses conventions de citoyens, il obtient des résultats remarquables. Je vous conseille de lire un petit bouquin magnifique qui s'appelle L'humanitude au pouvoir. Il a inventé le mot humanitude. L'Assemblée des assemblées, ça fait partie de la biodiversité des résistances. C'est un essai. Dans les luttes sociales, on a toujours eu cette alternative. Est-ce qu'on s'organise et on est plus efficace, comme une armée est plus efficace parce qu'il y a une discipline. Et dans la lutte, c'est vrai que l'organisation militaire est quand même beaucoup plus efficace. Ou bien est-ce qu'on reste désorganisé parce que à ce moment-là, on est insaisissable et plus libre. Moi, j'aime bien la version on reste bordélique parce qu'ils ne vont pas arriver à nous attraper. Ils vont en attraper quelques-uns, mais pas tous. Si on reste désordonné et pas structuré avec une hiérarchie et des responsables, si on n'a pas ça, c'est très désorganisé et bordélique, à mon avis, on perd une partie d'efficacité, évidemment, mais on gagne l'invulnérabilité, on est insaisissable, le mouvement peut durer. Le mouvement peut durer s'il est bordélique. C'est paradoxal ça, hein. Il est moins puissant, mais il peut durer, et avec la vitesse à laquelle je vois l'éducation populaire se répandre, je trouve que ça vaut le coup. Ceci dit, je me trompe peut-être, et l'Assemblée des assemblées, c'est-à-dire une espèce d'essai de structuration, d'organisation du mouvement, peut-être donnerait de meilleurs résultats. Je ne les condamne pas, je ne les blâme pas, je les comprends. C'est bien qu'ils essayent et on verra ce qui fonctionne. Peut-être qu'il faut des deux. Peut-être qu'il faut des deux. Sûrement, il faut sûrement des deux. Et en fait, il faut que tout soit essayé comme dans la nature. La nature essaye tout et ce qui marche survit.
Comment peut-on imaginer une révolution pacifique? C'est là ma question. Alors oui, effectivement, on a un mur en face. Je pense qu'on a commencé à le démonter gentiment. Et tout le monde n'a pas le même avis sur la question. Il y a certains qui pensent qu'il faut y aller par le sang, d'autres qui pensent qu'il faut rester pacifique, d'autres qui s'alimentent du mépris du gouvernement pour justement monter en puissance au niveau de la colère. Donc ça gronde de week-end en week-end. On constate que certains qui étaient pacifiques au début n'en peuvent plus aujourd'hui. Et tous ces profils-là font que oui, si le gouvernement ne répond pas, forcément ça va finir mal. Mais j'espère bien qu'on va tous avancer en bonne intelligence et travailler plutôt sur des sujets où ils ne nous attendent pas et avec des outils qu'ils ne pensent pas qu'on peut utiliser. Et il y a beaucoup de failles dans la loi qui peuvent nous servir. C'est pour ça que ces initiatives-là, telles que celle du collectif Article 35, moi je la soutiens parce qu'ils ne nous attendent pas sur ces sujets-là. Ils pensent qu'on est juste tout bête à marcher dans la rue tous les dimanches ou tous les samedis. Voilà ce qu'ils pensent de nous.